Ben, on va commencer. Je vais vous faire un séminaire sur les simulations cosmologiques et en particulier avec un petit point de vue dessus sur essayer de comprendre comment on forme des galaxies dans ces boîtes d'univers de grande structure. Donc là, par exemple, vous voyez un film qu'on a réalisé avec une équipe à l'Institut d'astrophysique de Paris. Vous voyez tous ces petits points bleus qui sont des galaxies qui se déplacent dans la toile cosmique, où on voit des filaments se former à différents endroits. Donc une des grandes questions qu'on se pose quand on fait de la formation des galaxies, c'est est-ce qu'on est capable d'observer, est-ce qu'on est capable de reproduire la diversité morphologique qu'on peut observer dans le ciel. Quand on observe un grand relevé de galaxies, on voit des galaxies qui sont très différentes les unes des autres. Il y a des galaxies qui sont plutôt à disque, comme on voit ici, puis des galaxies qui sont plutôt rondes, qui n'ont pas vraiment de bras spiraux ou pas de barres. Des galaxies qui sont plus ou moins irrégulières, des galaxies qui sont plutôt rouges ou plutôt bleues, donc il y a une grande diversité d'espèces, de nature dans ces objets. Donc est-ce qu'on peut prédire à partir de principes premiers, juste en mettant la physique qu'on connaît bien, la gravité, la dynamique des fluides et d'autres choses, est-ce qu'on est capable de reproduire ce type de ciel? Donc là ici je vais essayer de vous tromper un peu. Il y a deux images, il y en a une, je ne vais pas vous le dire laquelle, mais il y en a une c'est un vrai ciel observé, puis l'autre c'est un ciel simulé. Donc ce n'est pas parfait, hein. Il y a des petites différences. Les yeux exercés sont normalement capables de dire laquelle est laquelle, mais ça rend assez bien les coups. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces simulations numériques? Tout d'abord parce que c'est difficile de faire la prédiction, la formation de l'évolution de ces objets à partir de théories analytiques simples, donc on a besoin de mettre des modèles numériques. Le problème quand on fait des observations en astrophysique, c'est que ce n'est pas un banc expérimental sur lequel on peut manipuler des choses. Hein. Les galaxies, elles sont comme elles sont, elles évoluent sur des centaines de millions d'années, donc on les voit, quand on prend une photo d'elles, on peut revenir un siècle plus tard, elle aura la même tête. Ça ne changera pas grand-chose. Donc voilà, on a cette difficulté-là. Donc les simulations servent à faire évoluer sur un ordinateur ces objets, essayer de comprendre les mécanismes de formation et reproduire les données qu'on va observer dans le ciel réel. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait ces simulations numériques. Là, par exemple, c'est un petit exemple d'une galaxie qui va évoluer. C'est la même galaxie qu'on suit dans le temps et qu'on voit évoluer tranquillement. Donc, elle change assez radicalement de structure. Au début, c'est une espèce de petite galaxie assez bizarre, assez irrégulière, qui n'a pas vraiment de forme. Puis là, on a l'impression qu'elle commence à former un disque avec une barre, peut-être des bras spiraux. Et puis à la fin, ça ressemble plutôt à une galaxie un peu ennuyeuse, un peu elliptique. Pas grand-chose se passe. Elle est plutôt ronde et sans vraiment de structure à l'intérieur. Donc, certainement, Françoise vous a déjà introduit ça. Donc ça, c'est le bilan en énergie et en matière de l'univers. Maintenant, vous devez bien connaître. Il y a à peu près 2/3 de l'univers qui est composé en termes d'énergie totale, d'énergie sombre. Je passerai complètement là-dessus. Mais par contre, je vais discuter peut-être un peu plus du contenu en masse de l'univers, qui représente en termes de masse-énergie un bon gros quart, enfin un tiers au total, un quart de matière noire et puis quelques miettes, quelques pourcents de matière plus classique, la matière qu'on dit baryonique, qui est essentiellement du gaz et des étoiles, des poussières aussi, et des planètes. Donc la matière noire joue un rôle très très fondamental dans la formation des structures, puisque c'est l'essentiel de la matière. Alors comment les astrophysiciens s'en sont rendus compte? Eh bien, la première fois où il y a eu un indice de la présence de la matière noire, c'était dans les années 30 par Zwicky, par ce personnage, qui avait essayé de mesurer la masse, ou en tout cas des relations physiques entre certaines quantités, la vitesse. Donc il a regardé ici dans l'amas de galaxies Coma les mesures de vitesse de chaque objet, chaque galaxie. Vous prenez une galaxie qui est dans cet amas et vous regardez la vitesse qu'elle a par rapport à la ligne d'observation. Okay, donc ce n'est pas la vitesse individuelle des étoiles, c'est la vitesse globale de chaque galaxie dans cet amas. Et alors vous savez, par loi de Newton, très simplement, que la vitesse au carré doit être proportionnelle à une constante gravitationnelle fois la masse divisée par le rayon. Donc la masse totale dans cet amas divisée par la taille de cet amas, ça vous donne une indication de la vitesse. Et en fait, les vitesses qui étaient mesurées par Zwicky étaient complètement incompatibles et c'était beaucoup trop grande par rapport à la masse lumineuse, celle qu'on voit par les étoiles, qu'on peut mesurer dans cet amas. Donc il y a un problème, il y avait 5 fois pas assez de masse observée, lumineuse, pour expliquer les vitesses qui étaient mesurées
dans cet amas commun. Donc assez longtemps, cette observation a été un peu ignorée. Ça a duré pas loin de 40 ans. Et c'est Vera Rubin qui a redynamisé un peu cette observation-là en regardant cette fois-ci les courbes de vitesse dans les galaxies. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la vitesse moyenne de la galaxie par rapport à nous qui est mesurée, mais si vous prenez une galaxie et vous regardez la vitesse individuelle de chaque étoile, vous la mesurez en fonction du rayon, ou de chaque nuage, et vous la mesurez en fonction du rayon, vous pouvez faire des courbes de vitesse. Donc par rapport au centre, la vitesse en fonction de la distance au centre. Et toutes les courbes noires que vous voyez ici, c'est les courbes mesurées cette fois-ci. Okay, et la courbe rouge, c'est la courbe de vitesse, de rotation, que vous devriez avoir seulement à cause de la masse visible que vous arrivez à peser dans cet objet. Donc il y a un gros problème, vous voyez que la vitesse elle diminue, alors que les courbes de rotation de vitesse sont assez plates. Okay, donc encore une fois, il y a un gros désaccord entre ce que la masse devrait vous donner en termes de vitesse et ce qui est directement mesuré par les observations. Donc là, ça a été assez... la présence de matière noire dans l'univers a été quelque chose, un phénomène assis dans la communauté. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? On a, Françoise a introduit ça, on a le Big Bang, la période d'inflation initiale, et puis on regarde les premières cartes de température qui tracent la distribution de matière dans l'univers très tôt. Et ici, on voit une carte du satellite Planck, des fluctuations de densité primordiale ou de température. Ici, il faut bien comprendre que les fluctuations de température-densité semblent assez importantes entre les pics rouges et les pics bleus, mais les variations en fait, relatives sont extrêmement faibles, elles sont de l'ordre de 10-5, 0,001%. Donc il faut vraiment un instrument hyper précis pour mesurer ces variations, ces petites fluctuations de densité-température. Et pourtant, c'est ça qui amène à former des galaxies plus tardivement, qui sont des contrastes de densité, cette fois-ci de 10 à la puissance plusieurs zéros, 7, 8, entre le fond diffus et la densité typique d'une galaxie. Donc il y a un certain spectre de puissance qui émerge quand on mesure point à point, qui est la probabilité d'avoir deux pics d'une certaine distance dans la carte. Et on produit ce spectre de puissance à la fin. Il y a un pic caractéristique, puis d'autres qui apparaissent, qui en fait contraignent le contenu en masse et en énergie de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a une façon assez unique en contenu, en énergie, en masse, de faire passer une courbe théorique à travers ces points rouges. Et donc on est maintenant précisément ce contenu en matière noire. Et donc ensuite, l'univers évolue à partir de cette singularité primordiale, forme ses premières cartes de fluctuation observées par le satellite Planck, puis ensuite l'univers continue à s'étendre, la gravité joue son rôle, fait s'effondrer les structures, et les premiers halos de matière noire avec les galaxies intérieures vont se former. Et on atterrit enfin sur cette carte typique de la toile cosmique. Alors ici, c'est une version préliminaire des premières choses qu'on peut observer de la toile cosmique. Donc ici, c'est le premier on va dire, grand relevé de galaxies qui a été obtenu par Valérie de Lapparent, qui est une chercheuse à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et ici, chaque point est une galaxie. D'accord ? Ce qu'on mesure, c'est l'observateur est là, c'est nous avec notre télescope en train de regarder. Et ici, c'est la position angulaire, et ici, c'est la distance par rapport à nous de la galaxie. Alors, on voit qu'il y a un petit bonhomme qui lève les bras, mais surtout, on voit des grands filaments et des grands vides cosmiques. Donc l'univers n'est pas homogène. À certaines échelles, il a une structure très particulière qui est composée de vides, de murs et de filaments et de halos où les galaxies s'accumulent dans des régions très précises de l'univers. Donc à cette époque, les premières personnes, il y avait déjà des gens qui faisaient des simulations numériques avec la force gravitationnelle. Alors il y avait 4000 particules. C'est un petit peu ridicule maintenant quand on compare avec le type de simulation qu'on est capable de faire. Ça s'appelle 1 trillion de particules. Si vous ne connaissez pas le mot, vous l'apprenez. 10 puissance 12 particules maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais déjà, si on a un peu les yeux d'un parent bienveillant, on arrive un peu à revoir ces structures qu'on observe ici. On a des vides, on a des halos, peut-être des filaments si vraiment on a la foi. Et voilà, donc les choses sont déjà reproduites, même avec des simulations très très simples, juste de la gravité, 4000 particules, c'est assez simple. Et là, c'est des simulations un peu plus modernes, c'est ce qui se faisait il y a une quinzaine d'années, donc ça a été une simulation assez spectaculaire, une simulation Millennium à l'époque, qui, avec des simulations matière noire, arrivait, c'est ici, les simulations matière noire sont là, ces deux cadrans rouges, arrivaient assez bien à reproduire statistiquement, bien sûr, pas point à point,
mais les propriétés statistiques des grandes structures. On retrouve des filaments, des vides, des murs, des halos de matière noire très condensés. Et donc ça, on peut aller de plus en plus profond dans l'univers. Ce que je vous ai montré, c'est cette toile cosmique, c'est des choses assez proches de nous, hein, relativement par rapport à la taille complètement observable de l'univers, mais on peut aller de plus en plus profond, et on retrouve à peu près à tout temps ce type de structure en toile, en nid d'abeille, si vous préférez, de la toile cosmique. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Je vais répéter ce qu'a dit Françoise. On a des fluctuations primordiales de densité. Ces fluctuations ne sont pas parfaitement sphériques. Elles sont un peu allongées. Il faut essayer d'imaginer en 3 dimensions un ballon de rugby. Quoique un ballon de rugby, ça ne marche pas très bien parce qu'il a la symétrie cylindrique. Il faut plutôt peut-être prendre un pancake initialement, très épais. Et donc il y a des directions d'effondrement privilégiées qui sont les plus minces en fait, hein, dans votre objet. Donc cette première dimension va s'effondrer en premier. Ça va faire des pancakes, des murs cosmiques. Et puis ensuite il y a la deuxième dimension. Quand votre pancake il est bien fin, il y a une autre dimension qui est un peu plus mince que l'autre. Et c'est cette dimension qui va s'effondrer, ça va faire ensuite un filament, puis il reste la dernière dimension à s'effondrer, et enfin c'est le halo de matière noire, un peu plus sphérique, qui va se former avec la galaxie à l'intérieur. C'est pour ça qu'on retrouve ce type de structure avec des grands vides. Alors les murs, quand on les projette en 2 dimensions sur un écran, c'est plus dur à visualiser, bien sûr, mais si vous avez une vidéo qui tourne, vous les voyez un peu mieux. Et puis vous avez les filaments qu'on voit bien avec les halos un peu partout. Alors pourquoi on a besoin de simulation numérique? Donc la formation des galaxies, c'est un problème qui est multi-échelle. On est en train entre l'échelle des galaxies et l'échelle des grandes structures, on a plusieurs ordres de grandeur, de taille en taille. C'est un problème qui est multiphysique. J'ai vaguement dit qu'il y avait de la gravité et de la dynamique des fluides. C'est un peu les briques de base pour commencer à capturer la formation des galaxies. Mais en fait, il faut beaucoup plus de choses que ça. Il faut capturer la formation d'étoiles, les processus de rétroaction qui s'y passent. Et puis, on peut s'intéresser ensuite au champ magnétique, qui peut avoir un effet aussi sur la dynamique du gaz dans ces structures, et plein d'autres choses, les poussières, le rayonnement des photons et sa rétroaction sur le gaz, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais on va essayer de parler peut-être un peu plus en détail de la gravité et de la dynamique des fluides, et puis un peu survoler, un petit peu toucher du doigt les aspects de rétroaction qui sont importants pour les propriétés des galaxies. Donc comment est-ce qu'on fait la gravité? L'univers est en expansion, il obéit à la relativité générale, et en fait tout ça on l'ignore un petit peu, sauf qu'on donne dans le code les lois d'expansion de l'univers, comment les tailles évoluent avec le temps, la taille mesure entre 2 objets. Et ce qu'on fait quand on calcule l'attraction gravitationnelle, c'est qu'on utilise les lois de Newton qui opèrent très bien à ces échelles. Et donc l'exemple est assez simple. Si vous vous rappelez vos cours de terminale scientifique, vous avez des forces à mesurer entre différentes particules. J'en ai pris 4 parce que c'est facile à représenter schématiquement. Vous devez mesurer ces forces. Okay, donc on est parti. On fait ce petit point-là doit interagir gravitationnellement avec les 3 autres. Ensuite, on mesure ce deuxième point qui interagit aussi avec les 3 autres, mais quand on est super malin, on a vu que cette force, on l'avait déjà calculée, on met juste un signe moins, et ainsi de suite. Et encore. Et à la fin, on peut montrer voilà, qu'on a 6 forces à calculer pour 4 points. Et en fait, c'est juste le nombre de particules qu'on a fois le nombre de particules moins 1 divisé par 2. On retrouve 6 forces. Et ça va à cette vitesse-là pour le calcul du nombre de forces. Ça, c'est un code vraiment le plus simple du monde qu'on peut imaginer construire pour calculer l'interaction gravitationnelle entre des éléments de matière. Et vous voyez que très vite, le chiffre devient astronomique, c'est le cas de le dire. Ou si on veut simuler 1 milliard de particules interagissant gravitationnellement avec cette méthode, on a 5 à la 10 puissance 17 opérations à faire, et ça on ne sait pas faire. Le calculateur n'est pas capable de faire ça à l'heure actuelle. Avec ce type de méthode, on est seulement capable d'évoluer quelques millions de particules sur des temps assez raisonnables. Donc on fait des méthodes approximées. En fait, on se dit, si on a des paquets de particules comme ça qui se regroupent, peut-être que plutôt que de faire l'interaction une à une de celle-ci avec celle-là, puis de celle-ci avec sa copine à droite, puis celle-ci avec son copain là-bas, on va regrouper toutes ces particules, accumuler la masse, prendre la position du centre de masse et faire une seule force pour tous ces objets. Et ça ira beaucoup plus vite. Et vous continuez comme ça. En fait, il y a des critères. Vous construisez une grille et puis vous avez des critères d'ouverture pour naviguer dans la grille très rapidement. Ça s'appelle un code en arbre. Vous pouvez regarder, vous tapez ça dans Google, vous allez avoir des milliers et des milliers de références là-dessus. Et donc vous verrez, vous pouvez démontrer
que le nombre d'interactions à calculer dans ce cas-là, je reprends mon chiffre de 1 milliard que j'avais montré juste avant, il va comme n fois log n, c'est le nombre d'interactions que vous avez à calculer, donc c'est seulement 10 à la puissance 10. Okay, au lieu de 10 à la puissance 17, donc on a gagné un sacré facteur. Et donc on est capable de faire des choses maintenant intéressantes. Alors il y a d'autres méthodes, on peut faire des codes dits particle mesh. Donc cette fois-ci, au lieu de faire les interactions gravitationnelles en termes de force, on réécrit la gravité en termes de potentiel. Donc c'est le laplacien du potentiel gravitationnel est proportionnel à la densité de masse. Donc on projette la densité des particules sur la grille. Et enfin, ensuite on obtient le potentiel. Et ce potentiel, la différence fini, permet de calculer une accélération qu'on applique sur les particules. Donc c'est un autre type de méthode qui est aussi très efficace, qui ressemble en termes d'efficacité au tricode par rapport aux méthodes à calcul direct. Donc voilà, ça c'est le résultat d'une simulation avec un de ces types de codes. Donc ici il y a 10 puissance 10 particules, et vous voyez les structures évoluer dans le temps tranquillement, les filaments se former, les halos de matière noire, les grands vides cosmiques. Donc à quoi nous servent ces simulations à grande échelle, simulations cosmologiques, ici que de la matière noire pour l'instant, on fait les choses tranquillement pas à pas. Et donc on a un spectre de puissance qui est observé, avec des prédictions théoriques qu'on essaye de faire passer dedans. Donc il y a différentes observables, je ne vais pas toutes les scanner, mais il y a plusieurs façons de mesurer le spectre de puissance à différentes échelles, qui dépendent de l'observable qu'on utilise. Et on peut essayer ensuite de faire des prédictions de ça. Donc Françoise a introduit ça aussi. Il y a une façon de le faire avec la théorie linéaire, qui est la courbe verte. Et ensuite, on peut introduire des termes correctifs pour capturer les effets non linéaires de l'effondrement des structures, qui redressent un petit peu la courbe. C'est la courbe rouge. Et enfin, le résultat, entre guillemets, exact, qui capture peut-être le plus proche le régime non linéaire, qui est la simulation numérique, qui est la courbe bleue. Donc on voit que la rouge est quand même meilleure que la courbe verte, comparativement à là où on espère atterrir, la courbe bleue. Mais il y a quand même encore une petite différence. Donc si on veut faire de la cosmologie très précise pour mesurer le contenu en masse, en énergie de l'univers, on a besoin de faire des simulations cosmologiques, des simulations et pas seulement de la prédiction analytique. Alors ici, c'est une démonstration de ces besoins de précision dans les simulations. On voit ici, c'est scindé en deux. C'est la même simulation qui a été réalisée, même condition initiale. Simplement, on n'a pas la même théorie de la gravité. Ici, c'est la théorie standard de la relativité générale d'Einstein. Ici, c'est une théorie à gravité modifiée. On change quelques termes dans les équations. Je ne vais pas aller dans les détails, mais ce qu'on voit, c'est que quand on les simule, on a des différences. En particulier ici, on le voit assez bien. Par exemple, ce halo, qui devrait se retrouver là, est scindé en deux. Okay, il ne s'est pas effondré, il n'y a pas eu la même histoire de fusion exacte à cause du fait que l'interaction gravitationnelle n'est pas exactement la même. Et c'est des différences assez faibles, c'est quelques dizaines de pourcents. Là, encore une fois, c'est le spectre de puissance. C'est la différence du spectre de puissance entre cette simulation et cette simulation par rapport au spectre de puissance de cette simulation. Donc c'est la variation relative en fonction des échelles. Et on voit que cette variation relative, dans le régime non linéaire, atterrit sur quelques dizaines de pourcents. Donc ce n'est pas des variations gigantesques, mais si on espère contraindre vraiment la nature de la gravité ou la nature de l'énergie noire, on a besoin de ce type de précision. On a besoin de ces simulations numériques. Maintenant, je vais passer sur comment est-ce qu'on modélise la matière visible, ce que j'ai appelé les baryons, la matière ordinaire qui nous compose, nous, l'air qu'on respire, notre corps, ce qu'on mange, etc., qui est du gaz essentiellement. Et donc ici, on voit que c'est un contenu infime. Dans l'univers qu'on observe, donc cette matière compose tous les objets qu'on voit directement. Donc le Soleil, par exemple, donc les étoiles, les explosions d'étoiles, le milieu interstellaire. Ici, on a une galaxie avec un magnifique vent galactique qui éjecte de la matière de son centre. Là, c'est un jet d'un trou noir supermassif. Et là, ici, c'est un amas de galaxies. C'est les plus grandes structures virialisées, effondrées en équilibre qui peuvent se former dans l'univers. Et on voit toutes les différences d'échelle. On a changé de 13 ordres de grandeur entre cette taille-là et cette taille-là. Donc le gaz peuple toutes les structures dans l'univers, tous les objets astrophysiques qu'on observe. Et donc il y a un besoin de modéliser précisément la dynamique des fluides. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans toutes ces structures, le gaz dans les galaxies, par exemple, c'est en densité, un atome, vous prenez une petite pièce d'1 cm3, c'est tout petit, c'est ça. Je pense que dans le fond, vous ne voyez même pas.
ben, il y a, dans le milieu interstellaire, dans les galaxies, vous avez une particule dans ce petit bout de matière, dans 1 cm3. Sur Terre, l'air qu'on respire, c'est 10 puissance 20 particules, atomes, enfin plutôt des molécules d'ailleurs, par centimètre cube, donc les densités sont radicalement différentes, et pourtant on prétend qu'avec les mêmes équations de la dynamique des fluides, on est capable de modéliser l'air qu'on respire, sa turbulence, comment il chauffe, etc., et le milieu interstellaire. En tout cas, sa dynamique suit les mêmes règles. Évidemment, après, il y a des termes correctifs, ce qu'on appelle des termes sources, comment le fluide perd de l'énergie, par exemple. Donc les équations sont celles-ci, c'est les équations de l'air ou de Navier-Stokes, qui régissent l'évolution de la masse, la densité de gaz, qui régissent ensuite l'impulsion, le moment linéaire, c'est la densité fois la vitesse, et enfin l'énergie totale, l'énergie interne plus l'énergie cinétique, plus d'autres énergies éventuelles, qu'on appelle non thermiques dans le jargon. Donc ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a des évolutions temporelles et puis des évolutions spatiales. Donc en fait, ce qui est important à retenir ici, si on ne veut pas trop se casser la tête, c'est que l'évolution temporelle de ces quantités en chaque point de l'espace est régie par les propriétés elles-mêmes du gaz et ses fluctuations spatiales. Donc finalement, elles semblent assez simples, ces équations, quand on les regarde, il n'y a pas beaucoup de termes au final, il y a 3 lignes d'équations. Mais le problème, c'est que c'est des équations non linéaires et couplées entre elles. Vous ne pouvez pas les scinder. Vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, je vais résoudre celle-là d'abord avant de résoudre celle-là, puis maintenant je vais m'attaquer à celle-ci ». Il faut les résoudre tout en même temps et c'est ce qui rend les choses affreusement complexes et non linéaires dans la dynamique des fluides. Donc je vais essayer de vous expliquer qualitativement comment est-ce qu'on résout ce genre de problème avec un certain type de méthode. Il y a 2 grands types de méthodes dans la littérature, mais je vais vous en présenter une. Donc ici, on recommence avec nos équations. Moi, je les simplifie. Je dis, en fait, moi, mes quantités masse, impulsion, énergie, je les mets dans un grand vecteur, grand U. C'est une quantité vectorielle, donc. Et bien, cette quantité vectorielle qui évolue au cours du temps, elle évolue en fonction de la divergence d'un flux. Alors, c'est quoi la divergence d'un flux? C'est vous prenez un volume, un cube, et vous mesurez le flux qui passe à travers les faces. Et ce que ça vous dit, c'est que quand vous faites le bilan de ce qui rentre et ce qui sort de la boîte, bah, vous devez retrouver vos petits, vous devez enlever ce qui est sorti en trop, ou vous devez laisser dans la boîte ce qui est trop rentré. Okay, donc l'idée est vraiment assez simple sur ces équations. Donc comment est-ce qu'on procède ensuite? On a une distribution ici on fait le problème en 1D pour formaliser les choses, mais là, le passage en multidimensionnel est assez direct en fait. Il suffit d'étendre ça dans les 3 directions. Donc vous avez une distribution de matière qui est quelque chose, qui est une fonction relativement continue. Vous avez une distribution d'impulsion, vous avez une distribution d'énergie totale en fonction de votre corde là, que vous avez en une direction. Et là, qu'est-ce qu'on fait nous? On va discrétiser cette fonction bien lisse sur une grille. Okay, on a des éléments de résolution, on a une grille, et en chaque point de cette grille, on aura une seule valeur au centre de chaque point de cette grille. Et ça, c'est une valeur centrée, qui est censée décrire ce qui se passe à l'intérieur ici. Évidemment, on n'a pas tout le détail de ce qui se passe à l'intérieur, puisqu'on n'a qu'une valeur. Alors, comment ça peut fonctionner, cette magie? Donc, si on regarde un peu plus dans le détail, on se focalise sur un point de la grille. Okay. Très bien. Il y a un côté gauche, une interface à gauche, la face de gauche, où on va calculer un flux, le flux à gauche, F à gauche, et puis le flux à droite, en fonction des quantités qui sont à l'intérieur de cette cellule, et puis ici et ici. Okay, donc on va pouvoir faire la mise à jour de cette quantité U, densité, impulsion, énergie totale, en fonction des flux qu'on calcule à ces interfaces. Donc maintenant on va se focaliser non plus sur la cellule centrée, mais sur l'interface, on va calculer le flux. Et ben on a affaire à ce type de problème en fait. Okay, on a une interface avec un flux à calculer, et ce flux il va dépendre des quantités qu'il y a à gauche de son interface et à droite de son interface. Okay, je vous rappelle, U, c'est densité, impulsion, énergie totale, et quand vous résolvez votre problème, il doit être résolu de façon couplée sur les 3 équations que je vous ai présentées. Ben ça, c'est un problème qu'on connaît assez bien, c'est le problème de Riemann. Okay, état gauche, état droit, un flux à calculer sur les équations de l'air. Et il y a une solution complètement analytique à ça. Donc là, c'est un exemple. C'est vous prenez une boîte, okay, vous mettez 2 fluides, 2 gaz, qui ont des densités, des pressions et des vitesses. On n'est pas obligé de considérer des vitesses, une densité-pression, c'est suffisant. Densité-pression à gauche et à droite qui sont différentes. Et vous mettez donc une membrane entre les deux. Et schlac, vous enlevez la membrane d'un coup. Vous la faites disparaître.
Et c'est ce qui se passe. Donc vous avez une surpression à gauche au début, une sous-pression à droite au début, et vous avez une onde de raréfaction qui part vers la gauche, une onde de contact et une onde de choc qui se propage. Okay, donc ça, c'est la solution au problème de Riemann dans ce que je vous ai décrit qualitativement. Donc il y a plein d'états gauche et droit avec lesquels on peut jouer. On peut mettre une densité continue. Donc il peut y avoir deux ondes de raréfaction, par exemple, si on choisit bien nos conditions initiales. On peut y avoir uniquement une onde de choc qui part d'un côté ou de l'autre. Donc il y a plein de situations différentes qui correspondent à nos états gauche et droit initiaux qu'on se choisit. D'accord ? Mais donc on est capable analytiquement de calculer à partir de n'importe quel état gauche et droite ce que va être le résultat final, et donc de calculer le flux qui passe à travers cette interface et le flux qu'on doit appliquer à nos quantités, les trois quantités qui composent ce grand vecteur U. Donc finalement, maintenant qu'on a fait ça une fois, c'est simple, on sait le faire autant de fois qu'il faut pour toutes ces interfaces. On recalcule à chaque fois le flux, clac, 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 et on met à jour nos valeurs des quantités U qui vont évoluer dans le temps. Alors voilà, ça c'est le principe simple, ça s'appelle le schéma de Godunov. C'était un physicien soviétique qui a écrit cet algorithme, ce schéma, dans les années 70. Et il y a tout un tas de subtilités qu'on peut imprimer dans ce type de code. Par exemple, plutôt que de travailler sur les quantités centrées, on essaye de reconstruire la fonction par une interpolation linéaire. C'est-à-dire qu'on connaît la valeur, je vais le faire plutôt ici, pardon, on connaît la valeur centrée ici, au milieu, on connaît la valeur de cette quantité-là, et bien plutôt que de projeter la valeur à l'interface ici, on va reconstruire la pente en faisant une interpolation linéaire de la pente qui est ici et là, et on va l'appliquer là, et donc la valeur sur l'interface va être ici, et la valeur sur l'interface à droite va être là en faisant la même chose ici. Okay, donc on utilise, ça permet d'élever l'ordre du schéma et d'avoir des solutions plus précises. Et on peut démontrer qu'on a besoin de faire ce type d'interpolation au moins linéaire pour imposer la stabilité sur le temps long du schéma, c'est-à-dire qu'une discontinuité va se perpétuer très longtemps. Et il faut faire attention aussi que les pentes soient pas, qu'on n'inverse pas les extrémas entre deux points, par exemple, sinon ça rend le schéma instable. Donc il y a toute une littérature, en fait c'est un sujet de recherche en soi, de développer des algorithmes de ce type. Ce n'est pas les gens sérieux qui font ça, ce n'est pas des astrophysiciens, c'est des numériciens, des gens qui font de la dynamique des fluides. Et nous on prend ces schémas, on les applique aux simulations numériques d'astrophysique. Donc vous voyez là c'est différent, on s'amuse avec différents schémas d'interpolation. Là ici c'est un ordre plus élevé par exemple que celui-ci. Ça c'est l'interpolation linéaire, là c'est des schémas d'interpolation polynomiale. Avec un polynôme d'ordre 2, si je me souviens bien, dans celui-là. Et donc, il donne des résultats plus précis aux interfaces. Donc voilà, donc là, je vous ai décrit ce qu'on fait avec un code, comment on écrit un code hydro avec un certain type de méthode. Je vais ensuite expliquer les autres alternatives. Mais ici, je veux vous montrer en faisant juste ça, ce que je vous ai expliqué, là, c'est en 1 dimension. Vous faites la même chose quand vous voulez faire votre simulation en 2 dimensions, par exemple, ou en 3 dimensions, vous faites le même schéma et à chaque fois, vous calculez dans les différentes directions de votre cellule, okay, qui est un carré en 2D et un cube en 3D. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite expérience amusante. C'est un milieu qui est complètement homogène en densité, puis qui a une surdensité ici, qui est un nuage. Imaginez que c'est un nuage moléculaire, par exemple. Et puis, il va y avoir une explosion de supernova au milieu, qui va apparaître. Donc une explosion de supernova, c'est juste on met de l'énergie en un point quasiment infiniment petit au centre, et ça va balayer, vous allez le voir, le nuage. Donc il y a une petite explosion qui passe dans le nuage et qui va le détruire. Donc ça, c'est juste le résultat d'avoir codé les équations de l'air dans ce type de schéma. Okay, et ça doit vous rappeler des choses, je vous aide un peu. Donc ce genre d'image, c'est équivalent à une explosion d'une bombe A ou une bombe H qui va balayer une structure, un édifice comme une maison par exemple. Donc l'onde de choc passe au travers et détruit la structure. Okay. Alors ici évidemment c'est un solide dans ce cas-là, c'est pas un fluide comme on a fait ici. Donc on retrouve ce type de coquille qui se propage dans les vraies données observables. Ici c'est l'observation d'une explosion de supernova. Donc pareillement, vous faites une autre expérience assez typique de la dynamique des fluides qui consiste à regarder les interfaces de cisaillement. Vous prenez 2 couches de fluide qui sont pareilles en densité, pareilles en pression. La seule chose qui change, c'est qu'elles ont des vitesses différentes. Il y en a une qui glisse vers le haut ici et l'autre qui glisse vers le bas. Et vous perturbez un peu l'interface ici. Okay, une toute petite perturbation, il n'y a besoin de vraiment pas grand-chose.
Et vous allez retrouver ce type d'évolution. Vous avez une instabilité de cisaillement qui se développe, qui s'appelle l'instabilité de Kelvin-Helmholtz. Okay, on retrouve ça, par exemple, dans certaines couches de nuages, ici. Ça se voit aussi des fois dans certaines rivières, quand il y a des bras de rivière qui se rejoignent à différentes vitesses. On peut voir ça des fois aussi. Okay, et ce type de choses peut avoir des conséquences. Par exemple, j'ai pris l'exemple de ce type de galaxies qui sont en train de tomber certainement vers des objets plus massifs où il y a du gaz très chaud qu'on ne voit pas directement ici. Et ce qu'on voit ici, c'est du gaz H-alpha, les parties rouges, qui sont arrachées de la galaxie centrale, du disque, par ces instabilités de cisaillement. Il y a le vent autour très chaud qui pousse dessus et qui crée ces instabilités qui permet d'arracher ce gaz dense à l'intérieur des galaxies. Donc voilà, on a les choses à peu près principales. On a donc de la gravité, de la dynamique des fluides, donc on peut faire la matière noire et les baryons, on est déjà bien parti. Maintenant, le problème auquel on fait face, c'est d'essayer de gérer cette grande différence d'échelle qu'on a dans les objets qu'on essaie de simuler. Les galaxies se forment dans la toile cosmique et il y a des différences d'échelle qui vont jusqu'à une dizaine d'ordres de grandeur. Là, je vous ai pris un exemple d'une des simulations qu'on fait à Paris. Ici, on a un volume qui fait 10 puissance 25 mètres. Okay, et quand on commence à regarder la galaxie elle-même, elle fait 10 puissance 20 mètres. Et puis, quand on commence à voir les premières cellules qui résolvent ici, dans cette simulation, les premiers nuages moléculaires, c'est 10 puissance 18 mètres. Okay, et on voit cette grande dynamique d'échelle. Donc, si on essaye d'avoir le même pavage, le même maillage partout dans la boîte, eh ben, ce n'est pas possible. Ici, c'est un exemple du nombre de cellules qu'on doit avoir dans une direction en 3D. Vous devez en avoir 10 à la puissance 21. Donc ça, on n'est pas capable de faire ça. Donc on utilise des astuces qui consistent à raffiner le maillage localement et dynamiquement. D'accord ? Donc ici, c'est un exemple. C'est la distribution de matière autour d'un amas de galaxies. Et vous voyez le maillage, donc c'est la densité de gaz que vous voyez ici en rouge. Et ici, c'est le maillage qui correspond, la taille de chaque cellule pour modéliser tout ce fluide. Vous voyez donc que vous avez des grosses cellules dans les vides et puis vous avez des petites cellules là où la matière est plus dense. Donc ça permet d'adapter la résolution aux endroits qui sont intéressants par rapport à ce qu'on veut étudier. D'accord ? Et donc ça permet de faire ces simulations en pratique. Donc ça, c'est un type de stratégie. C'est les codes raffinement adaptatif de Maille, donc avec des schémas mécaniques des fluides qu'on appelle de type volume fini. Donc il y a d'autres types de schémas. L'autre grand classique en astrophysique, et surtout en astrophysique, c'est les schémas de type Smooth Particular Hydrodynamics. Donc vous décrivez le fluide non plus avec des cellules, mais avec des particules qui interagissent et overlappent, se superposent entre elles et interagissent de cette manière. Donc les équations sont traitées assez différemment. Un autre type de code est les codes à maillage non structurés, déformés. Donc là, vous avez pareil, c'est des cellules comme ce que je vous ai montré avant. Cette fois-ci, les cellules ne sont pas nécessairement cubiques, elles peuvent prendre des formes très bizarres. Donc c'est ce qu'on appelle des tessellations à faire pour décrire le maillage, et le maillage bouge avec le fluide. Et enfin, il y a un dernier exemple qui reprend un peu l'esprit des deux codes pour les mélanger, c'est-à-dire que vous n'avez plus vraiment des interfaces pour calculer les flux, c'est vous calculez le flux le long de la ligne qui recouvre deux points du maillage. Donc c'est un peu plus complexe. C'est un autre type d'approche encore. Alors, évidemment, on peut faire ces simulations sur mon ordinateur, par exemple. Je peux faire tourner ce genre de simulation, mais je vais faire tourner peut-être une galaxie ou un volume de l'univers très, très réduit. Donc nous, ce qu'on a envie de faire, c'est plein de galaxies en même temps pour avoir de la statistique et étudier comment dans un bout d'univers, on est représentatif de différentes propriétés des galaxies qu'on peut observer. Donc pour ça, on a besoin de faire calculer nos ordinateurs en parallèle. Donc on prend des grosses machines. Ici, c'est l'ordinateur Mare Nostrum. J'aime beaucoup cette image que cet ordinateur est piégé dans une cage de verre à l'intérieur d'une église à Barcelone qui a été désacralisée avant qu'on puisse mettre cet ordinateur. Et donc ce type de simulation peut être faite sur ce genre d'ordinateur. Okay, donc on calcule en parallèle. Et pour ça, en fait, ça c'est le volume. Imaginez que c'est le volume de la boîte qu'on veut simuler. Et bien, chaque couleur va simuler un bout, chaque couleur correspondant à chaque petit processeur dans une de ces armoires va simuler un bout de cette boîte d'univers. D'accord ? Ils vont travailler en parallèle, de temps en temps ils vont s'envoyer des petits messages quand ils ont besoin de communiquer des choses, comme par exemple l'interaction gravitationnelle entre des particules qui sont dans des processeurs différents. Alors ensuite,
pour former effectivement des galaxies, il y a d'autres choses dont on a besoin qui sont très particulières, très spécifiques à l'astrophysique. J'ai dit qu'un fluide en astrophysique, quand on le décrit avec la dynamique des fluides, les équations de Navier-Stokes, que ce soit l'air qu'on respire, l'eau ou un fluide astrophysique, c'est la même chose. Mais par contre, il y a des termes qui vont influencer l'évolution de la matière, qui vont corriger ça. Et l'un d'entre eux, c'est le refroidissement du gaz. Donc, dans un gaz astrophysique, c'est des gaz très peu denses. Donc, quand deux particules vont se cogner, interagir avec un photon éventuellement, ils vont rayonner un autre photon, et ce photon va être perdu quasiment à jamais pour ce fluide. Et donc, l'énergie du gaz va baisser, sa pression, sa température va baisser, il va pouvoir refroidir. Donc là, bon, c'est juste un exemple. Il y a plein de processus très différents qui permettent de décrire ces taux de refroidissement en fonction de la température. Là, j'ai juste l'environnement de freinage qui est peut-être un des plus simples. Donc on a deux électrons qui interagissent entre eux, qui sentent la force de Coulomb électrostatique entre eux et qui émettent un photon, et ce photon est perdu pour le milieu. Et c'est ce qui fait que le gaz peut refroidir le gaz très chaud, à presque 1 milliard de Kelvin. Et c'est ce qui fait aussi qu'on voit le gaz X brillant dans les amas de galaxies. C'est ce rayonnement de freinage qu'on observe ici, les couleurs roses un peu orangées qu'on voit. Donc il y a tout un tas de processus très différents. Donc ça, c'est par exemple de quelques dizaines de milliers de Kelvin à 100 millions de Kelvin, les différentes composantes, les différents processus physiques qui contribuent à cette courbe de refroidissement. Donc il y a différents métaux en fait, qui vont intervenir, l'oxygène ici, pic de l'oxygène, le carbone là. Là, c'est le pic d'interaction de l'hydrogène ou de l'hélium, etc. Donc il y a différents. Donc voilà, si on veut tout prendre en compte, c'est une courbe de refroidissement assez complexe. Et là, c'est illustré ce qui se passe si on prend en compte ce refroidissement ou pas. Donc vous avez deux exemples, c'est exactement les mêmes conditions initiales. On a de la matière noire, de l'attraction gravitationnelle, la dynamique des fluides. Et dans un cas à gauche, on n'a pas de refroidissement, et dans le cas à droite, on a du refroidissement. Et on voit que la matière est beaucoup plus contrastée. On forme ces petits pics de densité un petit peu partout qu'on appelle les galaxies. Okay, et en l'absence de ce refroidissement, le gaz reste très diffus au sein des halos. Donc là, un autre phénomène intéressant qui apparaît lorsqu'on prend en compte ce refroidissement, c'est que la nature de l'accrétion de matière sur les galaxies va dépendre de la masse à cause de ce refroidissement. Donc ici, il y a deux exemples assez spectaculaires de deux galaxies différentes. Okay, ici, il y a une galaxie, ici, il y a une autre galaxie. Tous les poinçons que vous voyez, c'est des galaxies satellites. Simplement, celle-ci est beaucoup plus massive que celle-là. Okay, son halo de matière noire est aussi plus massif que celle-là. Et ici, vous voyez bien nettement des filaments très minces, alors que ici, les filaments, ils semblent presque faire la taille du halo. Et si on regarde en température, on voit ces filaments très denses qui sont aussi très froids, ces températures. Ici, ces filaments qui sont beaucoup plus chauds et qui choquent. Le gaz est très chaud à l'intérieur du halo. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez, quand vous essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes de refroidissement, ici, c'est la masse du halo de matière noire, la courbe de refroidissement que je vous ai présentée précédemment. Ici, la température du gaz qui correspond, vous pouvez recalculer, retraduire la masse d'un halo de matière noire en termes de sa température de viriel, sa dispersion de vitesse d'une certaine manière. Et ici, donc, la courbe de refroidissement. Un temps de refroidissement, c'est quoi ? C'est une énergie divisée par le taux de refroidissement. L'énergie, c'est une température. Donc, il vous reste un temps en faisant cette division. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si j'essaye de mesurer ça ? Donc, je fais 1 sur lambda, 1 sur le refroidissement, et je fais fois la température. Okay, j'obtiens cette courbe. Essentiellement, si mon temps de refroidissement il est plus petit que 1 milliard d'années, 1 milliard d'années, ça va être typiquement quelques fois le temps d'effondrement dans un halo assez massif. Et donc, si ce temps est plus court, ça veut dire que la matière qui tombe, qui refroidit, elle n'a aucune chance de se réchauffer par des chocs à l'intérieur. Okay, donc, elle va pouvoir se collimater, former ces filaments très froids et jamais se réchauffer. Au contraire, si on est dans un milieu où le temps de refroidissement est plus élevé que ce temps caractéristique, et la matière elle va jamais refroidir. Elle va essayer de refroidir, elle perd un peu d'énergie, mais les chocs vont réapporter encore de l'énergie interne et chauffer ce gaz, et donc le gaz va rester chaud à l'intérieur. Okay, donc ça, c'est juste des versions un peu plus haute résolution. Et donc ces filaments de matière froide, on voit qu'ils peuvent nourrir dans des galaxies de faible masse ou dans l'univers très jeune directement les galaxies au sein de ces halos de matière noire. Ici, le halo il fait cette taille et la galaxie elle est à l'intérieur. Et on voit ces filaments qui se connectent à l'intérieur de ce disque galactique.
Donc ces filaments sont importants, en particulier dans l'univers jeune et quand les galaxies commencent à se former, car elles se connectent directement aux galaxies et permettent de former efficacement ces disques. Donc là, c'est un film qu'on voit. En bleu, c'est les filaments de matière, la densité de gaz, et en rouge, c'est la température. Quand vous voyez en vert, c'est que le milieu a été enrichi par des métaux produits par les supernovas, les étoiles massives. Alors, est-ce qu'on est capable de reproduire cette diversité morphologique? C'était une de mes premières slides. La réponse est oui, au moins qualitativement. Maintenant, on est capable de rencontrer des galaxies, de simuler des galaxies avec différentes propriétés morphologiques. Donc, ici, c'est la simulation Illustri, Seagull ou Horizon AGN. Et vous voyez que dans toutes ces simulations, qui sont des simulations cosmologiques, on a pris une poignée de galaxies juste pour illustrer la chose. On voit qu'on a des galaxies qui sont tantôt à disque avec plus ou moins de barres, plus ou moins de bulles, ou des galaxies elliptiques, ou des galaxies qui sont plus ou moins irrégulières. Et puis il y a aussi la couleur qui change. Ici, vous voyez par exemple des galaxies plutôt rouges, et ici des galaxies plutôt bleues. Okay, donc on retrouve au moins qualitativement, juste en regardant ces images, une diversité morphologique. Est-ce que quantitativement on y est encore? On y est, pas tout à fait, mais on commence à s'améliorer. Là, c'est par exemple la fraction de galaxies elliptiques qu'on peut voir en fonction de la masse de ces galaxies. Okay, et les données observationnelles, c'est la courbe rose. Okay, donc vous mesurez la fraction et une masse donnée que j'ai de galaxies elliptiques par rapport aux galaxies à disque. Et les courbes noires, c'est les prédictions des simulations. Donc, il y a deux simulations différentes. Peut-être si j'ai le temps, je reviendrai dessus. Une simulation où on a pris en compte la rétroaction des trous noirs supermassifs, c'est la noire. Et l'une, on a négligé cet effet. Et on voit que si on néglige cet effet, on est incapable de reproduire la bonne fraction d'elliptiques, de galaxies elliptiques à très forte masse. Ok, donc là je vais essayer d'introduire un petit peu les concepts de modélisation de la physique sous maille, sous l'échelle de la grille, c'est-à-dire on ne modélise plus la dynamique des fluides à partir d'équations, de principes premiers, etc. On arrive à une certaine résolution, on ne peut pas plonger la résolution jusqu'à une taille infiniment petite, qui permettrait de résoudre par exemple une étoile. On est obligé à un moment de s'arrêter par des contraintes de calcul, et donc on est obligé d'introduire des processus qu'on appelle sous maille, sous l'échelle de la grille, et qui permettent de faire le calcul et de simplifier le problème. Donc il y en a différents types. Il faut modéliser la formation d'étoiles, par exemple. Il faut modéliser, évidemment, puisqu'on regarde des galaxies, on regarde des étoiles, donc il faut modéliser ce phénomène. Ça semble assez évident. Il faut modéliser les processus d'explosion de supernovas qui permettent de créer ces vents galactiques à très grande échelle et de réguler la quantité de matière dans les galaxies de faible masse, essentiellement. Et enfin, il faut modéliser les trous noirs supermassifs dans les galaxies plus massives. Donc je ne vais pas scanner ces trois phénomènes, hein, je n'aurai pas le temps de le faire, mais je vais essayer de montrer un petit peu cet exemple sur les trous noirs supermassifs, d'abord, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien, donc je vais vous le présenter, et on va voir ce que ça donne. Donc comment est-ce qu'on modélise ça? Alors, un trou noir supermassif, c'est un trou noir au centre des galaxies, qui a beaucoup de masse, ils peuvent atteindre 10 milliards de masses solaires pour les plus massifs d'entre eux, donc c'est gigantesque, c'est plus que la masse d'étoiles de notre galaxie, par exemple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce trou noir crée une attraction gravitationnelle, il y a de la matière qui va lui tomber dessus, du gaz, hein, avec une certaine densité, une certaine vitesse. Donc cette densité-vitesse, ça crée un flux qui passe à travers un certain rayon, une surface. Okay, ça va être votre taux d'accrétion. Donc la masse sécrétée par unité de temps, elle va être proportionnelle à la densité fois la vitesse, donc le débit hein, que vous avez à travers une surface. Et vous pourrez écrire la chose en écrivant que... en remplaçant la vitesse par sa masse et les rayons par la masse, et vous obtenez cette équation. Celle-ci a une forme assez intéressante, parce qu'en fait, vous voyez immédiatement que le taux d'accrétion est proportionnel à la masse du trou noir. Plus il est gros, plus ce rayon va être gigantesque, et va être proportionnel à la densité du milieu, et va être surtout inversement proportionnel à la vitesse du fluide au cube. Donc si vous avez une vitesse très 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 élevée, vous allez décroître la quantité de matière accrétée sur le trou noir. Donc, ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette matière qui tombe sur le trou noir va former un disque d'accrétion qui va rejeter de l'énergie sous différentes formes. On ne va peut-être pas rentrer dans cette complexité-là, mais qui est capable de rejeter de l'énergie à très grande échelle et qui va arrêter cette accrétion de matière au bout d'un certain temps. Et cette quantité d'énergie qui est rejetée, elle est proportionnelle essentiellement à ce qui est accrété fois la vitesse de la lumière au carré, donc c'est ce qu'on appelle
l'énergie d'accrétion à l'arrêt, rest mass accreted energy, est proportionnelle à une certaine efficacité qui est de l'ordre de quelques pourcents. Okay, ça dépend de plein de phénomènes, du type de rétroaction qu'on a, est-ce que c'est un jet, est-ce que c'est de la radiation, comment la radiation se couple au gaz, etc. Donc il y a toute une physique en fait, qui se cache derrière ce paramètre epsilon. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Ce que je veux vous montrer, essayer de vous convaincre au moins par une petite illustration, c'est que ces jets, on arrive à les observer dans les galaxies, autour des galaxies. C'est une galaxie plutôt à disque ici. On voit ces jets de matière avec des chocs en rayon X en bleu ici et en radio dans la partie orange. Et on prétend que ces jets de matière sont propulsés par ces disques d'accrétion autour du trou noir. Et ce qui nous aiguille un petit peu, c'est que lorsqu'on mesure la masse des trous noirs au centre des galaxies par rapport à la masse de ces galaxies ou la masse du bulbe de ces galaxies, on voit qu'il y a une espèce de corrélation assez étroite entre les deux. Donc on a l'impression que ces trous noirs ont tendance à évoluer un peu de la même manière que leurs galaxies. Donc il y a une certaine symbiose, synergie entre les deux. Donc peut-être qu'il y a des phénomènes de régulation qui apparaissent. Donc ici, c'est la mise en musique, en quelque sorte, de ce phénomène d'accrétion de matière, de trou noir, d'accrétion de gaz sur un trou noir et son éjection de matière. Donc je répète encore, on a ici un amas de galaxies, par exemple, observé par Philippe, Salomé et Françoise, d'un amas en X avec de l'émission du gaz froid moléculaire. On voit des creux, des cavités X qui apparaissent ici en bleu. Okay. Et à l'intérieur, on a de l'émission radio, c'est les contours blancs que vous voyez, et cette émission radio provient potentiellement d'un jet d'AGN qui est projeté à grande distance par le trou noir qui est ridiculement petit au centre, mais qui arrive à creuser à l'intérieur de ce gaz chaud. Et potentiellement, ce jet d'AGN peut arracher du gaz froid à l'intérieur de cette galaxie massive. Cet objet, c'est un petit zoom sur ce qui se passe ici. Donc ça, c'est ce qui se passe dans les observations, à gauche, ce qu'on voit dans les observations. Et à droite, ce sont des simulations numériques. Donc on a mis tout ça, encore une fois, en équation, la gravité, la dynamique des fluides, et on a un trou noir au centre, on a aussi de la formation d'étoiles, des supernovas. On a un peu la totale dans celle-là. Et donc, accrétion de matière sur le trou noir qui est montrée ici par ce petit cercle blanc, qui bouge un petit peu, qui dérive tranquillement. Et donc, on voit ces petits fragments de gaz très froid qui s'effondrent, qui essayent de retomber peut-être éventuellement un petit peu sur le trou noir. Le trou noir va s'allumer, on va avoir des flashs là, comme ça de matière, paf, le trou noir crée son jet ou son vent plus ou moins sphérique, plus ou moins collimaté, et va réguler la façon par laquelle le gaz peut s'effondrer au centre de cet amas. Donc toute cette modélisation que je vous ai introduite a permis depuis maintenant 10-15 ans de simuler dans un contexte cosmologique un assez grand volume avec ses structures, filaments, vide cosmique, etc., les halos de matière, de simuler ces galaxies avec leur diversité morphologique. Donc il y a toute une littérature sur le sujet. Ça, c'était un peu ce qu'on pouvait trouver en 2015 sur ces différentes simulations. Maintenant, on fait des choses encore mieux. On fait des volumes plus grands, on fait un peu plus de résolution dans les galaxies, on prend un peu plus de physique en compte, etc. Et a permis d'étudier la façon dont s'effondrent les structures. Je vais peut-être passer cette vidéo, puisque c'était la vidéo sur la page de présentation. Donc la physique des baryons modifie la structure de la matière. J'avais introduit l'idée qu'il faut des codes de simulation assez précis pour être capable de dire est-ce que mon univers a une gravité standard, celle de la relativité générale d'Einstein, ou est-ce que ça a des lois de la gravitation plus exotiques, et il faut être capable de faire la différence entre les deux, que ces différences sont de l'ordre de quelques dizaines de pourcents, donc c'est des effets très fins. Et malheureusement ou heureusement pour nous, je ne sais pas comment le dire, lorsqu'on essaye aussi de sonder les effets qu'ont les baryons, le gaz, les processus de rétroaction, les explosions de supernova, les jets d'AGN, la façon dont on le modélise, est-ce qu'on le prend en compte ou pas en compte, et bien ces effets sont commensurables à un petit peu ce qu'on essaye de sonder sur la gravité. Vous voyez ici par exemple, c'est la déviation de est-ce que je modélise mes simulations avec du gaz par rapport à la matière noire, c'est le spectre de puissance, okay, et ben on voit qu'il y a des grosses différences aux échelles non linéaires. Donc ça, c'est sans les trous noirs. Si on met les trous noirs, on allume les trous noirs, on les met en action là-dedans, et ben on voit encore une variation relative du spectre de puissance par rapport
à ces simulations standards avec du gaz et la rétroaction des trous noirs par rapport à la matière noire qui est assez différente et qui est de l'ordre de la dizaine de pourcents. Et la réponse qu'on peut trouver change avec le type de simulation qu'on fait, la façon dont on modélise ces trous noirs supermassifs. La physique des trous noirs supermassifs est quelque chose de pas très, très bien contraint, donc il y a une certaine liberté dans la façon de le modéliser. Et on a des réponses très différentes. Donc en fait, le problème, c'est que lorsqu'on essaye de mettre des contraintes sur la gravité, l'effet risque grandement d'être noyé dans les effets de la physique qui est liée intimement aux galaxies, la physique de la matière baryonique, du gaz classique en fait. Donc encore une fois, ici, c'est par exemple 2 univers simulés. À gauche, le cas avec les AGN, on modélise ces trous noirs supermassifs avec leur rétroaction, et à droite, sans ces trous noirs supermassifs, et on voit aux grandes échelles, donc en vert c'est la densité de gaz, en rouge c'est la température, en bleu c'est les métaux qui sont éjectés par les supernovas, et par les AGN aussi. Et ça c'est les 2 cartes aux mêmes instants dans la simulation, même temps cosmologique, c'est les mêmes endroits qu'on regarde, et on voit, c'est assez simple de voir les différences, et on voit qu'il y a plus de matière qui est éjectée à gauche qu'à droite, et ça se traduit en termes de morphologie aussi sur les galaxies. Okay, donc ces galaxies simulées avec ces trous noirs supermassifs sont beaucoup plus rondes, plus rouges, donc c'est des galaxies plutôt massives qu'on regarde ici, alors que les galaxies massives sans ces trous noirs supermassifs sont beaucoup plus bleues, avec des bras spiraux, ressemblent plutôt à des disques, et ça, essentiellement, quand on fait des grands relevés observationnels des galaxies de ce type de masse, l'univers réel, il nous dit non, c'est impossible d'avoir ce type de galaxies, elles doivent être plutôt de ce type-là que de ce type-là, à ces masses-là. Okay, alors pourquoi ce genre de choses apparaissent? Eh bien, la différence, c'est que, pourquoi dans ces galaxies massives on a ce genre de comportement, c'est que des galaxies massives se retrouvent dans des groupes ou des amas de galaxies qui sont très peuplés en objets. Okay, donc ça, c'est un amas de galaxies un peu typique, et ça, c'est notre Voie lactée, donc nous, on est là. Ça, c'est Andromède, et puis tous les satellites de la Voie lactée très proches sont là, il y a d'autres satellites, etc. Et ça, à peu près, c'est la même taille. La taille de cet objet, c'est à peu près la même taille de ici cet objet. Et en fait, la densité, la quantité de masse par unité de volume ici, par rapport à cette unité de volume-là, et relativement, c'est la même différence entre la densité d'une bille de plomb et la densité d'un oreiller, quoi. Donc vous imaginez que ça va se comporter très différemment, l'évolution à l'intérieur de cet objet et à l'intérieur de cet objet. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait fusionner 2 de ces galaxies? Regardons, c'est un exemple. Ici, je vous ai pris une vidéo qu'on a réalisée pour le planétarium de la Cité des Sciences. Donc, c'est la galaxie, notre galaxie, la Voie lactée, et Andromède qui sont en train de rentrer en collision. Donc, on les évolue sur des milliards d'années. On va regarder ce qui se passe au bout de 10 milliards d'années. Et donc, on voit qu'au début, elles sont tranquillement 2 galaxies à disque, et puis à la fin, on se retrouve avec une galaxie plutôt elliptique, avec éventuellement une petite composante de gaz qui tourne un peu. Mais on se retrouve, vous voyez, là, on a 2 beaux disques hyper minces ici, pareil là. Puis attention, elles se rencontrent, elles vont former des bras de marée, elles vont interagir, elles vont changer de couleur aussi. Et à la fin, quand la collision se termine, qu'il n'y a plus qu'un seul objet, paf, on se retrouve avec une galaxie elliptique. Donc la collision a fait changer la morphologie de cette galaxie. Donc ça, c'est des choses qui commencent à être bien connues maintenant depuis 15-20 ans. Donc, par exemple, Frédéric Bourneau et Françoise Combe et d'autres collaborateurs avaient montré ça. On reprend des galaxies à disque et puis on les fait fusionner, on change la quantité de masse qu'on apporte par la fusion. Et plus on apporte de masse dans cette fusion, et plus cette galaxie va se transformer en elliptique. Donc ici, c'est la quantité de rotation par rapport à la quantité de dispersion des étoiles. Donc c'est une mesure du support de rotation par rapport à est-ce que c'est un disque plutôt qu'une elliptique. Et donc plus on met de fusion dans le bilan en masse, plus on met de masse dans ces fusions, et plus on va avoir une galaxie de type elliptique. D'accord ? Donc c'est assez clairement établi. Et un des aspects qui est assez important, c'est d'avoir un trou noir central, parce qu'au moment où ces galaxies fusionnent, leurs trous noirs vont fusionner aussi, et du gaz va violemment tomber proche du trou noir, et va permettre d'activer la rétroaction de ce trou noir sur son milieu ambiant et d'arrêter la formation d'étoiles. Okay, je vais essayer de le démontrer plus distinctement dans 2 diapos. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est que si vous reprenez cet amas de galaxies, là je vous ai montré l'exemple d'une fusion, mais un amas de galaxies qui évolue, c'en est un, les fusions elles sont permanentes, il y en a tout le temps. Il va y en avoir des dizaines, des centaines jusqu'à ce qu'on arrive à notre époque actuelle. Donc il y a plein d'occasions de faire des collisions entre ces galaxies, de transformer
sa morphologie, comment elle nous apparaît, et d'activer le trou noir central, par exemple. Donc là, je vais essayer de vous convaincre que dans les galaxies massives, l'activité du trou noir central joue un rôle prépondérant dans la transformation morphologique de ces objets. Donc ici, ce sont des courbes tirées d'une de ces simulations. On regarde une galaxie, donc ce que vous voyez ici, c'est la puissance du trou noir central en fonction du temps. Okay, donc là, c'est les débuts de l'univers, et puis là, c'est notre époque. On est là, nous, avec notre Voie lactée. Et ici, ce que vous voyez, c'est le taux de formation d'étoiles dans deux types de simulations. Je vais revenir dessus. Et ça, c'est la morphologie. Okay, donc, on a deux types de simulations. On regarde le même objet central, la même galaxie, c'est le même halo de matière noire et la même galaxie en son centre. Sauf que vous voyez, elles ont des têtes déjà différentes. Donc là, il y a une simulation, cette colonne, c'est simulé avec le trou noir et sa rétroaction. Et ici, c'est simulé sans son trou noir. D'accord ? Et donc ça, c'est le temps qui défile. Ça, c'est avant que les deux galaxies que vous voyez là sont en train de fusionner. Et puis là, c'est au moment où les deux galaxies vont bien fusionner. Et enfin, ça, c'est ce qui reste longtemps après la fusion. D'accord ? Et ce qui se passe ici, c'est quand les deux galaxies se rencontrent, elles déclenchent l'activité du trou noir central. Il y a un pic d'activité, okay, le taux d'accrétion augmente, et donc la luminosité, la puissance du trou noir, sa rétroaction sur le milieu augmente. Je pense que vous pouvez être convaincu par la température, ici, si vous comparez les deux cartes de température. Ici, c'est beaucoup plus rouge que là, donc il y a plus d'énergie qui a été injectée par le trou noir. Et cette énergie injectée va arrêter la quantité de matière qui est capable de se refroidir et de tomber sur la galaxie et d'allumer des étoiles. Okay, et ici, vous pouvez le voir plus quantitativement, c'est le taux de formation d'étoiles. Dans la simulation en noir, ici, de manière continue, c'est la simulation avec ce trou noir central allumé et sans le trou noir central allumé. Donc il y a radicalement plus d'étoiles qui sont formées lorsqu'on n'a pas ce trou noir. Et là, c'est le changement morphologique. Vous voyez que cette galaxie était plutôt à disque. Ça, c'est la rotation sur la dispersion qu'on mesure ici. Ici, au-delà de 1, c'est un disque. Et on voit qu'avant cette fusion, cette galaxie tourne assez bien. Au moment de la fusion, paf, elle dégringole, ça se transforme en elliptique. Mais parce qu'on n'arrive pas à arrêter la formation d'étoiles, ce gaz est toujours en rotation ici, forme des étoiles qui tournent, et donc le disque se reconstruit, et la galaxie redevient un disque, et ce changement morphologique n'arrive pas à s'établir sur le long terme. Donc c'est seulement parce qu'on a l'activité du trou noir en symbiose avec la fusion qui permet de conserver ce changement morphologique à travers une elliptique. Donc plus quantitativement, là c'était un exemple, on peut ensuite le faire plus systématiquement à travers des dizaines de milliers de galaxies qu'on a simulées. Donc là c'est par exemple la fraction d'étoiles qui sont formées à l'intérieur de cette galaxie par formation d'étoiles directes par rapport à la quantité d'étoiles qui sont obtenues par les fusions successives. Donc si le bilan en masse est dominé par la matière qui est capturée par les fusions, par ces satellites, eh bien on a un petit peu la sensation que ça doit plutôt faire de la dispersion de vitesse et une galaxie elliptique plutôt ronde. Et c'est effectivement ce qui se passe. La fraction d'étoiles formées in situ diminue lorsqu'on met ces trous noirs supermassifs, ce que j'appelle AGN ici, par rapport à la simulation sans ces trous noirs. Sans ces trous noirs, la quantité d'étoiles dans une galaxie est toujours dominée, même à très très haute masse, par ce qui est formé à l'intérieur de cette galaxie, donc par rotation. Et c'est ce qui explique cette différence de fraction d'elliptique que je vous avais montré il y a quelques dizaines de diapos, où la fraction d'elliptique augmente radicalement quand on inclut la formation des trous noirs. Je vais peut-être passer un peu rapidement là-dessus, je ne sais pas combien de temps il me reste, on en est déjà 1 heure. Juste pour vous montrer qu'on peut après aller raffiner tous ces modèles, utiliser simulation cosmologique pour modéliser la lumière qu'on observera à travers un télescope de ces fausses images, de ces simulations. Et on peut jouer le jeu de est-ce qu'on reproduit ces observables ou pas. Et enfin, on arrive là-dessus. On a ces deux ciels différents que je vous ai montrés au début. Un qui est observé, qui était celui de gauche, et celui qui est directement simulé, qui est celui de droite. Il y a même ici les effets de lentilles gravitationnelles. Si vous êtes intéressé, vous tapez ce lien, vous prenez une photo rapidement. Et vous allez sur le lien et vous verrez, vous pouvez jouer. Il y a des lentilles gravitationnelles qui se baladent dans le champ ou déplacées, et vous pouvez les enlever pour voir la différence. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Donc les simulations sont un outil maintenant essentiel, moderne, pour comprendre la formation des grandes structures, à cause de ces couplages d'échelle, du fait que ces galaxies ont beaucoup de processus physiques très différents qu'on doit essayer de modéliser. Et les simulations nous permettent de faire un suivi dynamique dans le temps donc de ces galaxies,
à permettre de tester les processus physiques qui sont les plus pertinents à certaines gammes de masse ou certaines échelles, à permettre de comprendre les mécanismes de formation de ces galaxies, les structures dans l'univers, donc à travers la morphologie, que j'ai essayé de me servir de guide dans cette présentation, mais il y a plein d'autres propriétés, bien sûr, qui dépendent de ces différents phénomènes physiques qu'on inclut ou pas. On peut ensuite regarder comment la complexité cosmologique, comment est-ce que si on met des galaxies plutôt dans des vides cosmiques, ou plutôt dans des régions denses, ou à l'intérieur de filaments, ou à l'extérieur, est-ce qu'elles sentent cette présence cosmologique d'une certaine manière? Est-ce que ça imprime sur les propriétés des galaxies? Et enfin, éventuellement, si on connaît bien la physique des galaxies, peut-être un jour on arrivera à contraindre très bien, éliminer des modèles d'univers sur la partie fondamentale de la gravité, la nature de l'énergie noire. Mais avant ça, il faut vraiment réussir à bien comprendre la dynamique des fluides et les processus de rétroaction qui jouent au sein des galaxies. Et tout ça, on pourra le faire si on fait ces univers factices qui arrivent précisément à reproduire ces données observationnelles. Et je vais terminer là-dessus. Merci.